Julie Dourdy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet entretien pour Castelet, qui est une chaîne internet qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement, s'il te plaît? Brièvement. Eh bien, moi je suis marionnettiste, j'habite dans le sud de la France depuis une trentaine d'années. J'ai travaillé avec pas mal de gens dans des compagnies très différentes avant de commencer à produire mes propres spectacles, que je tourne toujours, en partie. Et tu as commencé, tu peux nous dire un peu les années de quand tu as commencé et est-ce que tu es arrivé direct dans la marionnette? Oui, alors moi je n'appartiens pas du tout, de par ma famille, au milieu du spectacle et tout ça. Je vais même te dire, j'étais sténodactylo, j'avais rien à voir avec le théâtre et les marionnettes, même si j'aimais toujours beaucoup le théâtre, mais j'ai jamais pensé que je ferais ma vie là-dedans. Mais ce qui s'est passé, je faisais du syndicalisme et j'ai fait une semaine de formation de syndicalisme pour avoir une facilité à parler, à prendre la parole en public et tout ça. Et dedans, il y avait 5 techniques d'expression, et dans ces 5 techniques, il y avait une journée dédiée aux marionnettes. Et le soir, je suis rentrée chez moi, et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. C'était quelle technique que vous aviez explorée? Oh ben ils nous avaient fait faire des marottes, ils nous avaient appris à manipuler un petit peu les marottes, à jouer avec. Et moi, ça a vraiment déclenché un truc, quoi. Donc à partir de là, j'ai commencé à demander aux gens qui étaient autour de moi, parce que je travaillais dans le tourisme social, hein, et donc il y avait des animateurs qui s'occupaient des animations qu'il y avait dans les villages, familles et tout ça. Et donc j'ai commencé à leur demander s'il y avait des marionnettistes qui venaient de temps en temps, si je pouvais en rencontrer, voilà. Et j'ai commencé vraiment comme ça, du jour au lendemain, à traîner dans les compagnies de marionnettes, à voir qu'est-ce que je pouvais glaner, apprendre, etc. Et les compagnies de marionnettes, il y en avait beaucoup? Alors à ce moment-là, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de compagnies de marionnettes, mais il y avait beaucoup de gens qui faisaient des marionnettes un peu tout seuls ou qui se produisaient dans les villages de vacances, qui se baladaient avec leur matériel. Et moi, le premier avec qui j'ai travaillé, c'était un marionnettiste à fil qui s'appelait François Cabon et qui faisait pas des grands spectacles, il faisait des spectacles sur les légendes du Moyen-Âge et il jouait où il pouvait, quoi. Mais c'était son métier. Mais c'était son métier. C'était son métier. Et il faisait des ateliers de marionnettes à côté. Donc j'ai commencé à construire des trucs avec lui. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé, quoi. Et puis après, à force de demander à droite à gauche, on m'a dit, il y a un festival à Charleville-Mézières, j'ai un copain qui fait des marionnettes, tu devrais y aller. Donc c'était en 1972. Donc je suis allée à Charleville et là je suis allée voir un marionnettiste qu'on m'avait conseillé qui s'appelait Georges Arnaud, qui est décédé d'ailleurs l'année dernière. Et je lui ai dit que je voulais faire des marionnettes. Il m'a dit, écoute, moi je pars faire un stage la semaine prochaine dans une école d'éduc à Nantes. Si tu veux, tu viens avec moi. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Après, dans sa compagnie, j'ai commencé par faire les valises pour ceux qui partaient, tout en apprenant un petit peu des choses, en les voyant répéter, tout ça. Puis à un moment, il m'a dit, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un pour manipuler, donc si tu veux jouer avec moi, je t'apprends à manipuler. Quand tu dis compagnie... En Castelet. C'était en Castelet, des marionnettes à gaines. Alors en fait, c'était quelqu'un qui avait travaillé chez Temporal pendant assez longtemps
Et donc, il appliquait un peu les recettes temporales, au moins pour le spectacle pour enfants. C'était spectacle pour enfants. Hein. Et quand tu dis compagnie, c'est combien de personnes? Ah ben, à ce moment-là, on était une douzaine, parce qu'on était ou par 2 ou par 3, selon les spectacles, et on rayonnait sur toute la France. C'est une grosse compagnie du coup de jeunes publics. Bah, Ou pas? non, c'était pas une grosse compagnie, mais c'était une compagnie qui tournait énormément. Et quand j'y repense maintenant, on jouait dans les écoles maternelles. On jouait 4 fois par jour, dans des écoles différentes. Donc on avait des installations qui se faisaient très très vite. Castelet, lui au départ il était ébéniste, ce marionnettiste, donc il avait un savoir-faire pour le bois. Et donc il avait conçu des castelets qui se montaient très vite. On arrivait, on plantait notre castelet, 2 projos, et hop, moi j'ouvrais la valise et on commençait notre histoire. Et on jouait à 9h, à 10h30 on était dans une autre école, on remontait notre truc et tout ça. Et souvent on jouait 4 fois par jour. Et vous partiez en voiture? Ah oui, on partait en voiture avec nos chiens et donc on allait, on avait des régions. Moi, avec lui, je travaillais surtout sur la région parisienne, mais on allait aussi en province. Après, il y avait une compagnie qui était sur Lyon, il y en avait une qui était plutôt sur la Bretagne. Après, moi, je me suis installée dans le sud-ouest et donc j'ai tourné les spectacles de la compagnie Arnaud dans le sud-ouest. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et quand tu dis combien ils avaient de spectacles chaque école d'après toi dans l'année? Est-ce qu'ils en avaient un? Est-ce qu'ils en Alors, avaient ils en avaient un plusieurs? par trimestre, pratiquement. Un par trimestre. C'était vraiment... Bon, dans les écoles, donc ça, c'est les années 70, dans les écoles, alors on jouait à la recette. Les enfants amenaient leurs sous, on nous donnait des paquets de pièces. On laissait 10% à la coopérative de l'école, à l'époque. Et en fait, voilà, c'était notre recette payée par les enfants, en fait. Les écoles ne versaient rien. La compagnie, combien prenait la compagnie? Comment vous étiez Alors, payé? c'était rigolo. Tout parce allait à la que, compagnie? Oui, non, alors, la compagnie... Alors, celui qui trouvait le contrat, il avait 20 francs. Il y avait, je crois, une vingtaine de francs aussi qui allaient à la compagnie directement. Et puis après, on partageait la recette en 2, puisqu'on était 2 manipulateurs, ou si on était 3, on divisait en 3, mais souvent on était 2. Et alors, pas déclaré. Donc, bon, l'intermittence n'existait pas, puisque l'intermittence, elle existe depuis 1974. Donc, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas l'intermittence. Puis, dans les dans les compagnies de marionnettes, on ne parlait pas d'intermittence à l'époque. C'est venu après. Et puis, les spectacles, on vendait pas le spectacle à un prix. C'était vraiment. Des fois, on avait 50 enfants, des fois, on en avait 200, donc la recette était différente. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Et vous faisiez plus petits spectacles pour moins d'enfants? Non. Non, non, non. Et ça correspond à quoi, juste pour qu'on se rende compte, en 72, 20 francs, ça correspond à quoi? Eh ben, un spectacle, c'était 250 francs en règle générale. Si on avait une centaine, alors c'était 2 francs 50 la place, et on jouait en général pour une centaine d'enfants. Donc on avait une recette de 250 francs. Et en euros maintenant, ça correspondrait à quoi? Ça correspond plus à rien. Combien il en fallait, je veux dire, combien il fallait faire de spectacles pour vivre, pour pouvoir se... Ah ben ça, honnêtement... Un salaire moyen de l'époque? Je ne sais pas trop. On avait... je sais pas, on avait... alors c'était les francs nouveaux, on avait 800 francs par mois, un truc comme ça. Hein. D'accord. Oui, à peu près. Oui, donc vous pouvez gagner quand même beaucoup d'argent si vous faisiez beaucoup Ah de... oui, il y a des compagnies qui faisaient beaucoup ça. d'argent quand on faisait beaucoup de dates. Alors par contre, il y avait une tradition, c'était que le mois de décembre, on allait jouer pour les arbres de Noël des entreprises. Et là, on vendait le spectacle et on le vendait relativement cher. C'était combien le spectacle pour avoir... Ça devait être, je sais pas loin de 1000 francs. 1000 pour francs. Noël. Il y avait des compagnies qui jouaient que pour Noël, en fait, à l'époque. Et qui vivaient toute l'année sur Noël. Toute l'année là-dessus. Oui, c'est un peu folklorique quand même, hein, tu vois. Bon, donc tu commences là, dans les spectacles
Tu sais à peu près quand est-ce qu'ils se sont développés ils ont toujours existé pour toi? Est-ce que tu as une idée? Les spectacles pour enfants en école? Oui, c'est ça. C'est Temporal, c'est le père de Jean-Loup Temporal qui a amené les marionnettes dans les écoles. Avant, ça n'existait pas. Marcel, du coup. Oui, c'est Marcel Temporal. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai entendu dire. Mais moi, Marcel Temporal, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai toujours entendu dire que c'était lui qui avait amené les marionnettes dans les écoles et il faisait ce qu'il appelait des causeries. Il allait auprès des inspecteurs d'académie, des instituts qui étaient réunis et tout ça pour parler des marionnettes et aussi de tout ce que pouvait apporter le spectacle de marionnettes dans une école. Ça donnait un thème pédagogique, ça permettait de travailler après sur d'autres histoires, etc. Il y avait une idée éducative aussi. Oui, il y avait vraiment, voire pédagogique. Ouais. Et donc tu commences dans ces spectacles pour enfants en 72. Ouais. Et après, ça t'amène où? L'étape d'après? Alors, l'étape d'après, la compagnie Arnaud, elle s'est arrêtée dans les années, je pense, 76, 77. Il a commencé à moins jouer. Et moi, entre-temps, il y a une compagnie qui m'a proposé d'aller travailler avec eux, qui était Univers Enfant, Pascal Sanvic, c'était l'animateur de cette compagnie. Univers Enfant était basé à Aix-en-Provence. Et c'était des spectacles, alors c'était très différent. Ce qui l'intéressait quand il m'a engagée, c'est qu'il trouvait que je savais manipuler les marionnettes, alors qu'il disait qu'il faisait du théâtre pour enfants et qu'il n'était pas marionnettiste. Donc, dans certains spectacles, comme ils avaient quand même besoin de marionnettes, il m'avait proposé de travailler avec eux. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec Pascal Sanvic et Jackie Beffroy pendant un certain temps, bien 2-3 ans. Et puis après, je suis remontée. Bon, mon contrat s'est arrêté pour des raisons X, etc. Ils ont voulu changer un peu de partenaire. Et moi, je suis remontée à Paris. Et là, j'ai commencé à vouloir monter mes propres spectacles. Donc ça, c'était en 79. Et j'ai créé ma compagnie qui donc s'appelle Bracabric Théâtre, qui existe toujours. Au départ, j'étais seule à jouer. J'ai commencé comme ça, avec un spectacle qui était moitié marionnette, moitié théâtre d'objets, moitié conteur. Enfin, c'était un mélange de tout un tas de trucs. C'est le premier spectacle que j'ai fait. Et en fait, c'est les années 79-80, le théâtre d'objets est arrivé petit à petit. Il y a des compagnies de théâtre d'objets qui se sont montées. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu entre plusieurs trucs, quoi. Et tu manipulais quoi, par exemple, dans les premières compagnies? C'était quoi ta spécialité? Il y avait une spécialité? Dans ma compagnie? Non, avant, dans les spectacles pour enfants. Quand ils t'ont appelé, par exemple. À Univers Enfant, on faisait toutes sortes de choses. On manipulait beaucoup. Alors, c'était une compagnie où il n'y avait plus de Castelet. On manipulait à vue, soit sur table, soit carrément sur nous. C'était, enfin, là, moi, j'ai découvert la liberté, vraiment, parce qu'il n'y avait plus cette histoire de Castelet. On était à découvert, on racontait en même temps qu'on jouait, on se parlait en tant que comédien et après on devenait marionnettiste. Enfin, c'était une espèce de liberté énorme pour moi, quoi. Et moi, à ce moment-là, j'avais jamais fait de théâtre. Donc, c'est aussi le moment où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me forme. Et donc, je me suis inscrite dans un cours de théâtre à Paris, Théâtros, que j'ai fait pendant un moment. C'était des élèves de Lecoq et qui faisaient du théâtre, mais il y avait un mélange et corporel et vocal et tout ça. Donc, ça m'a quand même appris pas mal de choses. Et puis, entre-temps, j'avais donc découvert l'Institut, qui commençait tout juste. Et il y a eu des stages qui duraient sur 3 mois, bien avant que l'école existe. C'était des stages assez longs. L'Institut né en 81, non, à peu près? Oui, je crois que c'est ça, c'est 80, 81. Oui, c'est ça.
c'est par là. Et donc moi, là, j'ai fait dans les premiers stages longs, donc de 3 mois, j'ai fait un stage qui pour moi était très important et très déterminant. Il y avait mise en scène avec Margareta Nicolescu, il y avait scénographie avec Julie Taymor, une américaine qui est une scénographe très connue aux États-Unis et qui a fait après du cinéma, la mise en scène de cinéma. Et à l'époque, il y avait aussi François Lazaro qui faisait partie encore de l'équipe des Daru, mais qui lui faisait 1 mois sur la lumière, l'éclairage. Donc ça a été le premier stage que j'ai fait à l'Institut. J'en ai fait d'autres après, parce que... Vous étiez combien dans ce stage à peu près? Oh, ça tournait autour d'une quinzaine de personnes, entre 12 et 15 Et dans l'idée, c'était des créateurs de compagnie ou des gens qui voulaient créer? C'était des gens professionnels déjà. Moi, j'ai rencontré vraiment des gens très chouettes dans les ateliers, dans ces formations, parce qu'il y avait des gens qui venaient de l'étranger. Il y avait déjà le côté international à l'Institut. Hein. Donc, oui, il y avait des... Je me souviens notamment d'une Hollandaise, alors je ne sais pas si je vais retrouver son nom, mais qui était très connue à cause de la compagnie qu'elle avait montée avec son mari, où il faisait du théâtre pour adultes, et un théâtre surréaliste, enfin pour adultes. Et elle était venue faire ce stage à l'époque, elle devait avoir presque l'âge que j'ai maintenant. Et il y avait un mélange comme ça de population, de gens qui venaient d'univers très différents, et du coup ça donnait vraiment une force terrible à ces stages. Alors j'ai fait ce premier stage-là, et après, 2-3 ans après, j'ai fait un autre stage qui a été aussi important pour moi. C'était avec des Bulgares. Il y avait Maya Petrova, qui était scénographe et prof à l'Institut du théâtre à Sofia, et Atanas Ilkov, qui était un dramaturge qui avait travaillé sur la dramaturgie du théâtre pour le jeune public. Et ça, c'était extra. Et il y avait Margareta Nicolescu qui était là, plus ou moins. Voilà. Donc ça a été aussi assez déterminant pour moi, parce que moi, après, j'ai gardé contact avec ces gens-là. J'ai été travailler en Bulgarie. Je les ai fait intervenir sur des spectacles pour moi. Donc j'ai écrit avec ce dramaturge, j'ai écrit 2 histoires. Avec cette scénographe, j'ai construit plusieurs spectacles. Et ça, c'était très intéressant. Et à l'Institut, j'ai fait aussi un stage dont on ne ressort pas indemne, c'est-à-dire que j'ai fait un stage avec Cantor. Donc j'ai même été assistante de Cantor sur ce stage-là que m'avait demandé Margareta, parce que c'était un monsieur dont il fallait s'occuper tout le temps, répondre à ses moindres demandes et tout ça. Donc j'étais à la fois stagiaire, j'ai joué dans le spectacle qu'on avait monté, mais j'étais aussi presque tout le temps avec lui pour l'aider dans le quotidien et tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que l'Institut, moi, ça a été un truc pour moi qui m'a donné une formation que j'aurais peut-être pas eu sans l'Institut. Est-ce que tu peux nous parler du coup, tu es allée en Bulgarie. Ouais. Comment s'était organisé le théâtre en Bulgarie? Est-ce que la marionnette, elle était réservée aux enfants? La diffusion bulgare de cette... ce que tu te souviens de ça? Ouais. Alors à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de spectacles pour enfants. Donc ça, c'était les années 80. C'était la fin du bloc socialiste, mais il y avait encore les fonctionnements de théâtre socialiste. Donc il y avait par ville, par exemple, il y avait un théâtre national à chaque fois, même dans des petites villes, où ils faisaient de la production de spectacles, la création. C'était des théâtres qui étaient ouverts tous les jours, où tous les enfants des écoles, des institutions, et même les publics de famille le week-end, c'était des théâtres qui fonctionnaient tout le temps, en fait. Et comment tu as vécu ça, toi, en venant de France? Ah ben moi, je trouvais ça... Par rapport à l'idée un peu arriérée des Ah oui, soviétiques. moi je trouvais ça absolument incroyable de voir ça.
Alors, en Bulgarie, les gens qui travaillaient dans un théâtre, c'était des fonctionnaires. Alors, en Bulgarie, on est où? Enfin, tous ces pays-là, c'était ça à ce moment-là. On était ou comédien, ou manipulateur, ou scénographe, c'est-à-dire travailler dans les ateliers. Chacun avait une spécificité vraiment très précise et n'en sortait pas. Il passait toute sa vie ou à manipuler, ou à construire, ou à écrire. Enfin, ça, c'était comme ça. C'était vraiment des métiers très, très spécifiques. Ils le vivaient bien, oui, Alors, plus ou moins bien. Plus ou moins, oui, c'est ça. Plus ou moins bien. Moi, j'ai vu des marionnettistes magnifiques, avec des manipulations incroyables, tout ça. Puis j'ai vu des gens qui s'ennuyaient aussi. Ils étaient derrière leur... Là, il y avait les castelets encore, souvent, quand ce n'était pas des castelets de lumière, mais ils faisaient leur passage avec leurs marionnettes et ils se rasseyaient sur leur tabouret, comme moi aujourd'hui, et ils attendaient leur deuxième passage. Ça, c'était terrible. Mais par contre, j'ai vu des gens aussi qui faisaient des choses magnifiques. Et c'est la période aussi où toute cette école de marionnettistes a fait sauter Castelet et tout ça. Ils ont commencé à envahir tout l'espace des plateaux. Donc, c'est des gens qui avaient des formations quand même qui étaient très, très poussées. Dans leur école, ils faisaient de la danse, ils faisaient de l'acrobatie, ils faisaient du chant, ils faisaient travail vocal parlé, ils faisaient de tout aussi. Ils avaient une formation vraiment très, très forte, quoi. Et voilà. Et Margareta, elle avait amené ça aussi un peu en France, d'après toi. Est-ce que tu as compris peut-être cet endroit de formation de l'Est ou non? Alors Margareta, quand elle est arrivée en France, elle avait bien sûr un passé énorme, puisque elle avait été la plus jeune directrice de théâtre en Roumanie. Elle avait son théâtre national à, je sais pas, 25 ans ou un truc comme ça, hein. Donc elle avait vraiment un passé et de création et de direction, tout ça. Mais quand elle est arrivée en France, elle n'a pas voulu faire la même chose à l'école, puisque elle a commencé par faire des stages en tant qu'Institut international de la marionnette, puis après il y a l'école qui a suivi, dont elle a été la première directrice. Mais elle avait pas envie, elle avait envie que les gens soient plus libres, plus créatifs, et bien sûr qu'on apprenait la manipulation, l'art vocal et tout ça, mais je pense qu'elle ne voulait pas reproduire la façon de faire des pays de l'Est. Elle voulait s'en débarrasser. Par contre, au bout de quelques années, moi je l'ai entendu dire au directeur de l'école de Prague, qui disait qu'il y avait eu une rencontre des écoles, et donc il y avait des écoles différentes qui avaient présenté leur production. Et c'était Crofta à l'époque qui dirigeait l'école à Prague. Et Crofta disait ah oui, mais c'est bien, vous, c'est pas comme chez nous, vous travaillez sur des choses différentes, etc. Et elle lui a dit non, ne change rien à ton école. Je pense que vous êtes plus dans le vrai que ce qu'on fait maintenant. Moi, j'avais été très étonnée d'entendre ça, parce que je pensais qu'elle avait, justement, elle avait largué un peu des tas de trucs qui lui donnaient une liberté et tout ça. Et finalement, au bout du compte, elle pensait de temps en temps que les gens n'avaient plus une formation assez précise sur certains arts qui composent l'art de la marionnette. Elle était un peu revenue sur ce qu'elle pensait au départ. C'est l'âge qui fait le... Peut-être, je ne sais pas. Parce elle était quand même directrice pédagogique, elle avait quand même cette liberté de... Ah oui, elle avait cette liberté. Et puis elle a invité des gens vraiment et du théâtre et de la mise en scène et tout ça qui était très différent de ce qu'elle produisait. Pour ça, c'était quand même très ouvert, quoi. Elle a profité vraiment de donner cette ouverture à la marionnette.
Et toi, tu as toujours travaillé dans le jeune public pour reprendre le coup dans les années 80 Ouais. après ces stages-là. Est-ce que Oui, c'est quelque chose que tu as gardé tout au long oui. de ta Alors vie? moi, je suis très branchée spectacle jeune public, marionnette pour enfants, et j'ai même travaillé beaucoup dans les crèches à une époque où il n'y avait pas beaucoup de gens qui proposaient des spectacles dans les crèches. Maintenant, ça se fait davantage, mais c'était une amie à Toulouse qui était directrice de crèche et qui m'avait vu jouer, qui m'avait dit mais pourquoi tu ne proposerais pas des spectacles vraiment pour les tout petits? Et du coup, je me suis orientée là-dessus sans me rendre vraiment compte que je rentrais dans un truc qui me plaisait bien et où j'avais des histoires qui convenaient bien, des formes aussi. C'est une grande liberté de travailler pour les tout petits, en fait, parce qu'on leur propose des univers et ils vous suivent. C'est Et est-ce qu'il y avait des réflexions sur le théâtre jeune public, le rôle qu'il devait avoir? Est-ce que ces choses-là existaient ou... pas beaucoup. C'était très. Je pense que ça tenait beaucoup à la direction d'un lieu qui se disait oui, c'est intéressant pour les petits de leur proposer des spectacles, des histoires et tout ça. Mais je suis pas sûre qu'à l'époque il y avait une réflexion autour de ça. C'est venu après, je pense. Et toi, comment tu voyais ça? Tu réfléchissais à ça ou non, c'était ton métier et c'était une Oui, économie? moi j'avais envie de trouver des choses qui puissent intéresser les tout petits. C'était et puis les Bulgares m'avaient un peu formé à ça parce que ce dramaturge, lui, il était vraiment branché là-dessus et il cherchait des histoires. Alors, c'était des. Par exemple, moi j'ai monté un spectacle qui s'appelle Drame chez les éléphants. Je l'ai monté avec Margareta Niculescu en mise en scène et avec Ilkov pour la dramaturgie. Mais je n'ai jamais eu cette impression avec un autre spectacle. Le premier jour où j'ai joué ce spectacle, il a marché du début jusqu'à la fin. Il n'y avait rien à y changer. Parce que moi, quand j'ai monté des spectacles, j'ai cherché, j'ai modifié, je trouvais que la fin, ça ne me plaisait pas, je recommençais, je cherchais un truc et tout ça. Là, eux, ils avaient une espèce d'écriture qui faisait que la dramaturgie fonctionnait tout de suite. Et ça, c'est un vrai savoir-faire, quoi, je pense. Et donc, quand j'ai proposé des spectacles pour les tout petits, j'ai utilisé un peu ça, quoi. Je me suis retrouvée vraiment dans. C'est pas des recettes, mais c'est des choses qui sont vraiment écrites, pensées, réfléchies. Ça fonctionnait vraiment comme une petite pièce de théâtre, quoi. Et ça, c'est chouette quand on trouve ce fil-là, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu on va passer à la partie organisationnelle du monde de la marionnette. Mm. Comment toi tu te retrouves à te sentir marionnettiste, à te sentir proche d'un univers? Comment ça arrive cet endroit de conscience de la marionnette, de la force de la marionnette? Sûrement en partie avec l'Institut, mais Oui, moi je suis toujours bêtiste. Même si j'avais fait des formations à droite à gauche avec plus des gens de théâtre et tout ça, mais moi je me suis toujours sentie marionnettiste. Et Temporal, avec lequel j'ai travaillé sur les spectacles pour adultes, par contre, c'est entre la compagnie Temporal et la compagnie Dominique Houdard, où j'ai travaillé aussi, c'est les deux seules compagnies où j'ai travaillé vraiment pour adultes. Mais Temporal, il disait être marionnettiste, c'est pas un métier, c'est un état. Et ça m'est resté. Je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. C'est bon, il y a des gens qui vont faire des marionnettes pour faire du théâtre en miniature peut-être, mais moi c'était pas mon cas. Moi, c'est vraiment l'objet marionnette qui m'a toujours intéressée, quoi. Ce qu'il pouvait faire passer, ce que la manipulation donnait à cet objet inerte au départ. Moi, c'est ça qui m'a toujours intéressée. et comment tu t'es senti quand je parlais de milieu de qui, les gens autour de toi? À quel moment cette idée de regroupement il existe? C'est ça qui m'intéressait. Comment toi tu t'es senti proche d'autres personnes, d'autres marionnettistes? Ouais. Il y avait des rendez-vous, il y avait
Alors moi, je me suis inscrite alors très tôt dans une association de marionnettistes qui était Unima. Au départ, c'était pour être en contact avec d'autres marionnettistes. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'Unima, c'était quand même la dimension internationale. Donc il y avait les festivals à l'étranger, il y avait les marionnettistes étrangers qui passaient en France. Là, j'ai senti qu'il y avait une espèce de petit monde autour des marionnettes, autour du théâtre de marionnettes. Donc ça, j'aimais beaucoup ce côté-là. Et bon, je me suis impliquée petit à petit de plus en plus dans l'organisation. Et j'ai été d'abord dans le conseil d'administration, et puis après, j'ai été secrétaire générale du NIMA France pendant 10 ans quand même. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai pas mal voyagé pour Unima. Et c'est vrai qu'il y a... je pense qu'il existe toujours au niveau international, maintenant c'est avec Facebook, on est en contact avec des marionnettistes du monde entier. Et Mais à l'époque, ça correspondait à quoi? C'est-à-dire quand tu dis je me suis inscrit à l'UNIMA, ça veut dire quoi? On recevait un truc par la poste, il y avait des oui, rendez-vous, il fallait aller à il Paris. y avait un bureau à Paris qui était rue du Helder, dans la 7 rue du Helder, c'était la maison un peu du spectacle. Il y avait les droits d'auteur à l'époque qui étaient là-dedans. Il y avait c'était une espèce de grand immeuble où il y avait tout ça. Et Unima avait un petit bureau. Et donc, je m'y suis inscrite, je pense, au départ parce qu'ils éditaient un bulletin. Donc ce petit bulletin, il racontait ce qui se passait dans les compagnies. C'était pas du tout la forme professionnelle qu'après ont pris Oui, on va les. parler, on va Oui, avoir le temps de parler de ça. c'était pas du tout cet esprit-là. C'était plutôt, il y avait des marionnettistes qui donnaient un peu leurs recettes pour faire un truc ou pour construire un type de marionnette. Il y avait des entretiens, des interviews, un peu comme tu fais là maintenant, mais avec des gens qui avaient des choses à raconter sur le métier de marionnettisme. Mais c'était, je sais pas comment dire. Ça sortait une fois par an, Ah non, ça sortait une fois par trimestre. une fois par Une trimestre. fois par trimestre. Et l'association, elle trimait pour sortir ça parce que c'était pas évident, quoi. Donc, au départ, c'est pour ça que je me suis inscrite à Unima, pour recevoir ce petit journal. Puis après, j'ai rencontré des gens. Après, j'ai vu qu'il y avait des festivals. Ah oui, parce qu'ils donnaient les informations sur les festivals. À l'époque, il y avait Charleville, mais il y avait aussi Strasbourg qui commençait avec les giboulées de la marionnette. Il y avait, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il y avait comme autre festival, mais il y avait des festivals qui commençaient à se monter dans les années 70. Après, il y a eu des festivals un peu partout qui sont nés, Mirepoix, je ne sais pas trop où. Enfin, après, il y en a eu plein, quoi. Mais donc, c'était ça, c'était un peu trouver ces informations-là. Et après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte de cette dimension internationale qui mettait un peu en lien avec des marionnettistes qui étaient dans d'autres pays, qui connaissaient un peu des trucs différents de nous. C'est pour ça, au départ, oui, comme ça, je suis rentrée dans le milieu vraiment de la marionnette, quoi. Et du coup, vous aviez des réunions, les CA, tous les ans? oui, alors il y avait des CA tous les mois à Oui. l'association. Il y avait. Mais toi, tu n'habitais pas à Paris, par Si, à exemple? ce moment-là, À ce j'habitais moment-là, Paris. oui. J'habitais à Paris, ouais. Donc, il y avait des CA tous les mois et il y avait petit à petit, l'association a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient en province, donc il fallait que les gens se regroupent plus près de leur lieu d'habitation. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu les UNIMA régionales. Donc, on en avait une sur Paris, UNIMA à Paris, avec laquelle on a fait énormément de choses, parce que forcément, on avait la chance d'avoir sur Paris plein de marionnettistes quand même qui étaient là. Mais il y a eu aussi en PACA, il y a eu une INIMA régionale qui a énormément fonctionné à une époque. Il y en a eu en Bretagne, il y en a eu du côté en dessous du côté de Bordeaux, par là, qui réunissait. Il y avait une UNIMA après du côté de Lyon.
À une époque, je pense qu'il y a eu 7 ou 8 associations régionales. Vous étiez combien d'adhérents total? Alors à Unima, je pense qu'on tournait toujours en national autour de 350-400 adhérents. Alors professionnels et amateurs. C'était le gros truc d'Unima, c'est que les amateurs avaient vraiment une place dans l'association. D'ailleurs, il y a eu les rencontres amateurs, dans lesquelles on a vu apparaître des gens qui sont devenus après professionnels, comme par exemple Ézéchiel. La première fois que je l'ai vu, il a présenté un spectacle à des rencontres amateurs qui avaient lieu à Rueil-Malmaison, donc pour Unima Paris. Et puis après, bon, lui, et il y en a eu plein d'autres comme ça. Et quand tu dis amateur, comment ça naissait C'était des gens qui faisaient des marionnettes en plus de leur boulot. C'était des passionnés, hein, souvent. Je me souviens d'une compagnie qui s'appelait les Petites Mains P. C'était des passionnés, ils étaient partout, ils se déplaçaient même plus que les professionnels. Ils allaient dans tous les festivals, ils essayaient de glaner des infos partout. Enfin, c'était vraiment des passionnés, quoi. Puis il y avait aussi tous les gens qui étaient autour des théâtres, qui étaient par exemple, il y avait au musée d'art et tradition populaire, il y avait un certain monsieur, c'était Soulier, qui lui était un fou des marionnettes, qui faisait des photos, qui allait partout, et on retrouve encore maintenant les photos de Soulier. Il y a que les siennes, par exemple. Il y a que de tout le répertoire qui est maintenant au Mucem. Ouais. C'est ces photos dont on peut voir les marionnettes. Elles sont dans des caves, mais les photos, c'est les siennes. Ouais. Oui, c'est possible. Alors moi, je n'ai pas vu les marionnettes au Mucem. J'ai pas vu ce qu'il y avait en marionnettes au Mucem. C'est le musée des traditions et des arts populaires a été transféré au Mucem et maintenant est bien au chaud au Mucem, sans inventoriage. Sans sortir. Non, et sans inventoriage supplémentaire. Oui, oui. Ah, oui. Ça fait partie des choses qui voudraient un peu secouer comme un cocotier, quoi. Il se passe des choses. Mais bon. Et donc il y avait tous ces gens passionnés. Je t'ai coupé, mais par exemple, Jacques Félix, il était amateur, il se considérait... Ah oui, Jacques Félix, c'était un amateur au départ. Et est-ce qu'il avait un lien avec Unima? Comment? Est-ce qu'il avait un lien avec Unima? Ah ben c'est lui qui a créé Unima en France. Parce que Unima, il va y avoir le centenaire dans 2 ou 3 ans, je ne sais plus, avec le congrès, parce que Unima, il y a un congrès tous les 4 ans, qui se passe sur un continent différent, en principe. Donc le prochain sera à Prague, pour fêter les 100 ans d'Unima. Donc moi, je pense que ça va être un truc super. Moi, je veux y aller. Moi, j'en ai fait plein, des congrès. Je suis allée... j'étais conseillère Unima, donc à un moment, j'ai fait tous ces congrès. Mais j'y suis allée aussi pour le plaisir, pour voir des spectacles et tout ça. Et Jacques Félix, il s'occupait d'une compagnie qui s'appelait Les Petits Comédiens de Chiffon, donc qui était à Charleville. Ça, c'était tout de suite après la guerre, en fait. C'est ces mouvements qui sont nés comme ça après la guerre. Et après, voyant Unima qui était à Prague, où il avait dû aller, je ne sais pas trop comment il a fait pour passer de l'un à l'autre, mais en tout cas, c'est lui qui était à l'origine d'Unima avec Temporal. Et qui est-ce qu'il pouvait y avoir d'autres? Je ne sais pas. Au départ, la première Unima, c'était à Paris, c'était pas à Charleville. J'allais dire une bêtise, c'était à Paris. Et donc, il y avait Temporal, mais je ne sais pas bien. Bon, il y avait peut-être Recoin. Il y avait peut-être... je ne sais pas bien qui est-ce qui était dans le premier groupe d'Unima. Mais en tout cas, c'était... Ah oui, alors il y avait aussi... par exemple, il y avait Marion Tournon-Branly, qui était dans le premier CA d'Unima. Et elle, c'était une architecte. Donc il y avait des gens dont c'était pas le métier, mais qui étaient passionnés par les marionnettes. Je pense qu'il y avait des artistes qui étaient au Luxembourg, au théâtre du Luxembourg. Il y avait des gens comme ça qui se sont regroupés à un moment pour faire Unima en France, quoi. Et ils étaient toujours présents, quoi. Ils suivaient, ils faisaient partie de l'Unima. Ah oui, oui, oui.
Après, il y a eu des gens qui ont laissé tomber, qui ont abandonné, qui ont disparu, voilà. Mais il y avait il y avait un noyau très très fort au départ, en fait. Et c'est de là que Jacques Félix, après, a commencé à monter le festival de Charleville. Le premier, je sais pas, le premier où je suis allée, c'était en 72, mais je crois que ça devait être le deuxième ou le troisième festival. Mais après, tout s'est un peu centralisé sur Charleville. Bien que quand on avait UNIMA, le conseil d'administration, le siège, c'était à Paris au départ. Donc, on a eu un petit lieu qui s'appelait le TAC Studio, qui était à la fois le siège d'UNIMA et à la fois un petit lieu où on pouvait présenter des spectacles, mais des petites formes. Et puis après, tout est parti Charleville. Et alors, il y a eu le CNM à un moment donné qui s'est créé. Oui, alors le CNM, j'ai pas trop de points de repère de la date, mais le CNM, c'est peut-être au début des années 80. Moi, je dirais, par là. Et donc le CNM, il s'est créé parce qu'à un moment, à UNIMA, il y a des gens qui ont commencé à dire UNIMA, il y a des amateurs et des professionnels et on voudrait faire un groupe de professionnels. Donc le Centre national de la marionnette, il n'y avait que des professionnels, soit des compagnies, soit des individuels, mais ça n'était que des professionnels. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient à la fois à CNM et à la fois UNIMA. Moi, par exemple, j'étais au CNM en tant que compagnie, mais en même temps, j'étais secrétaire générale d'UNIMA. Donc, voilà, au début, ça marchait un petit peu en parallèle, avec chacun ses spécificités. Le gros truc aussi qu'il y a eu au CNM que UNIMA n'avait pas au départ, c'est que CNM avait un délégué qui s'occupait des compagnies, qui les aidait un peu dans leur recherche ou de subventions ou de lieux ou tout ça. Bon, Philippe Foulquier, ça a été le premier délégué au CNM. Et il a énormément travaillé pour les compagnies. Il les a fait se rencontrer. Il y a un livre d'ailleurs qui était sorti à un moment où il y avait toutes les compagnies du CNM. Un très joli livre qu'on a pu regarder à l'Institut. Voilà. Et qui moi, je trouve que c'est un des plus jolis qu'il y a eu sur les marionnettes. Ben ça, c'était Philippe Foulquier qui était à l'origine de ça. Et puis, il y a eu un moment où le ministère a dit... parce qu'à UNIMA, on a grossi, on a commencé à avoir des subventions un peu pour avoir un fonctionnement. On a eu aussi un permanent qui, à une époque, était Claire Temporal, la femme de Jean-Loup Temporal. Et à un moment, le ministère qui donnait des sous aux uns et des sous aux autres a commencé à dire « Vous allez vous réunir pour qu'on ne donne plus de subventions qu'à une seule entité. » On va faire une petite pause dans le temps à ce moment-là, parce que ça m'intéresse qu'on parle des missions qu'assurait l'UNIMA à ce moment-là, c'est-à-dire en essayant de ne pas parler de ce moment de regroupement, en pensant avant, quand toi tu étais secrétaire général, on a appris sur le site de l'UNIMA les missions dont se charge l'UNIMA, et ça m'intéresse de savoir, pour toi, c'était quoi les missions qu'avait l'UNIMA à cette époque-là? Pourquoi c'était important? J'ai pris une liste que je peux te redonner. C'est-à-dire, à quoi servait l'UNIMA? Alors, l'UNIMA, moi, je pense que ce qui nous intéressait, c'était de regrouper des marionnettistes, mais en vue de faire aussi des manifestations, par exemple. Des festivals, des rencontres. Bon, il y a eu les rencontres amateurs dont j'ai parlé, mais il y avait aussi des rencontres dans chaque région. Chaque région gérait un peu un événement dans lequel les compagnies de la région présentaient ce qu'elles faisaient. Et ça, c'était sans sélection. Jouait qui voulait jouer, montrer ce qu'il faisait. Alors souvent, ça a été bénévolement. Parfois, il y a eu des petits cachets. Ça dépendait un peu de l'argent dont on disposait.
Mais alors, il y avait ça, ces regroupements de marionnettistes. Il y avait, après, le bulletin, c'est devenu une revue. Donc ça, UNIMA mettait pas mal de sa subvention dans la réalisation de cette revue, qui est passée par des trucs très différents. Bon, c'était un peu compliqué à gérer, la revue, c'était lourd. On a fait appel à certains moments à des gens qui ont écrit carrément pour la revue. Des chercheurs, des... Oui, enfin, je pense à... Alors, j'ai plus son nom. La sœur d'Alain Lecuq, Evelyne Lecuq, voilà, qui, elle, écrivait pas mal sur les compagnies, sur tout ça, sur les interviews, sur le travail des compagnies. Mais la revue, elle a eu beaucoup de difficultés à vraiment parler de choses qui intéressaient vraiment les gens. Je trouve, moi. Ce qui se passait avant, les petits bulletins trimestriels, ils avaient plus de sens pour toi, c'est ça que tu dis? Oui, peut-être. Je sais pas trop. C'était plus proche des compagnies, peut-être. Mais c'était une autre époque. Il y avait moins de compagnies. Les compagnies ne présentaient pas le même type de spectacle, parce que ça s'est quand même beaucoup professionnalisé dans ces années 80, 90, là. Les gens ils ont été salariés, ils ont été intermittents, ils ont eu des subventions. Il y a des lieux qui sont nés où on a fait davantage de marionnettes. Il y a eu la profession a pris vraiment une place dans les programmations des scènes, sans parler des scènes nationales, mais des centres culturels, des petits théâtres et tout ça. Ça s'est vraiment professionnalisé dans ces années-là. Et du coup, la revue, il fallait qu'elle soit le reflet de ça aussi. Mais ça a été difficile, je trouve, cette période-là, pour la revue. Est-ce que, par exemple, vous aviez un lien à la recherche? Est-ce que vous aviez un lien aux expositions? Est-ce que vous aviez à l'UNIMA? Parce que dans les missions que se fixe l'UNIMA, il y a, par exemple, approfondir la recherche historique, théorique et scientifique. Oui, mais je crois que dans ces années-là, ça ne s'est pas beaucoup fait. Ça se faisait pas beaucoup. Non. Il y a eu plusieurs tentatives pour faire, par exemple, un livre qui aurait regroupé une encyclopédie qui aurait regroupé tous les marionnettistes. Ça a mis énormément d'années à se mettre en place, énormément de réunions, ça marchait pas, etc. Finalement, il y a une encyclopédie qui est sortie à un moment, mais qui n'est pas complètement exhaustive, parce qu'elle a mis tellement de temps à se faire que je pense qu'on est passé à travers des tas de trucs. Et en plus, à cette époque-là, historiens, recherche, etc., ça se faisait pas beaucoup chez nous. Mais ça se faisait, par exemple, je pense en Pologne, il y avait Jurkowski, oui, qui était vraiment un historien du théâtre de marionnettes, qui d'ailleurs faisait des cours à l'Institut à une époque. Moi, j'ai suivi ses cours. Ben oui, mais nous, on était... Ou alors, s'il y a eu de la recherche, à UNIMA, on l'a pas su. Oui, parce qu'il y avait des universitaires aussi à cette époque-là. Je pense qu'il y avait des endroits où il y avait des gens qui commençaient à faire des recherches sur le théâtre de marionnettes. Mais on n'était pas vraiment en lien avec eux. Et vous n'étiez pas relais des recherches étrangères, de Spate, tout ça? Non. Pas de... Non. Est-ce que vous aviez un lien à la formation? Pas beaucoup non plus. Pas de réflexion non plus. Et sur le côté éducation, la marionnette comme moyen d'éducation, est-ce qu'il y avait des réflexions à cette époque-là? Il y a eu quelques articles, mais c'était pas vraiment... j'ai pas souvenir que ça se soit fait vraiment, ça. Donc pour toi, c'était quoi le cœur de l'UNIMA comme raison le regroupement, l'organisation des événements C'était le regroupement, c'était... oui, c'était le regroupement de gens. Il y avait un côté très humain, enfin très humaniste même, pour regrouper les marionnettistes, mais...
Et le lien à l'international aussi? Et le lien international, on compte l'avait vraiment à une époque. On avait vraiment ce lien-là. Ben, il y avait des conseillers, bon, il y en a toujours, mais les conseillers UNIMA, en fait, on avait droit à un nombre de conseillers en fonction du nombre d'adhérents qu'on avait. Et on avait des réunions de conseillers à peu près tous les 6 mois, dans un pays ou dans un autre. Ça permettait à des gens de rendre compte de ce qui se passait dans certains pays, et on aurait dû, en tant que conseiller, avoir plus, je pense. Moi, j'étais conseillère, mais c'est vrai que j'ai pas écrit beaucoup, par exemple, sur ce qui se passait dans le Conseil UNIMA. Le Conseil UNIMA, c'était plus pour tenter d'organiser le congrès qui avait lieu tous les 4 ans, trouver le pays, les sous, les formes, contacter les compagnies qui voulaient participer et tout ça. Donc dans les assemblées générales, par exemple, en tant que conseillère, je racontais un peu ce qui s'était passé dans les réunions de conseillers, mais ça marchait pas très très bien, je trouve ça. Et maintenant, il y a toujours des conseillers UNIMA, sauf que maintenant c'est TEMA. Oui, on va parler maintenant du moment où le ministère met son nez à l'intérieur de l'organisation. Oui. Et donc en 90 à peu près, le ministère il vous toque à la porte. Oui, le ministère avec lequel on avait en tant qu'UNIMA des bonnes relations. On a eu des attachés culturels qui se sont vraiment intéressés à la marionnette et à l'association. Je pense à Monsieur Cabanis, par exemple. Cabanis, c'était un haut fonctionnaire du ministère de la Culture, mais il était passionné de marionnettes. Et c'est grâce à ce monsieur qu'on a eu à certains moments des subventions, des entrées dans certains endroits pour pouvoir y organiser des choses. Cabanis, il nous a beaucoup aidé. Le jour où il n'a plus été là, ça a commencé à se compliquer parce que tout le monde n'avait pas le même intérêt pour le théâtre de marionnettes à l'intérieur de la direction du théâtre, parce qu'on faisait partie de la direction du théâtre. Ça s'appelait la direction du théâtre à l'époque. Oui. C'était une filiale du ministère de la Culture. C'était à l'intérieur du ministère, c'était ce département qui s'occupait de tous les lieux de théâtre. Et est-ce qu'il y avait une idée de création déjà? Est-ce que ce mot-là existait à l'époque, en 90? De création, de suivre la création des compagnies, tu veux dire? Oui, maintenant la direction des services s'appelle la DGCA, de la création artistique. Est-ce que ces mots-là étaient... Non, ils n'y étaient pas là. Ils n'existaient pas dans la direction, mais je veux dire, est-ce qu'on parlait beaucoup de cette idée d'aider la création? Je pense que c'était peut-être un peu le début d'aide à la création. C'est le moment où les compagnies ont commencé à demander des subventionnements pour leur création, pour leur fonctionnement et tout ça. C'est, je pense, à ce moment-là que les DRAC sont nés dans chaque région. Donc on avait des représentants du ministère à travers les DRAC. Après, il y a eu les histoires de conventionnement avec le ministère, d'aide à la création avec les DRAC. Enfin, tout ça, ça s'est mis en place, je pense, entre, je sais pas, 85 et 90, 95, un truc comme ça. Bon, revenons à la porte qui toque. Ouais. Et la tutelle qui dit la tutelle qui dit maintenant vous avez assez joué. Toi, tu étais en responsabilité à cette époque? Oui, j'étais encore secrétaire générale. Ça correspond à quoi, secrétaire général? C'était le président qui avait ses relations avec le ministère beaucoup. C'était Jacques Félix à l'époque. C'était Jacques. Qui était président. Et nous, on préparait les réunions, mais c'était lui qui avait les contacts, en fait. Donc, des fois, on l'accompagnait, mais moi, j'étais plutôt dans le terrain, quoi. Je m'occupais du contact avec les compagnies, les adhérents, les cotisations, tous ces trucs-là. Mais je passais quand même une journée par semaine à UNIMA. Tous les lundis, j'allais travailler à UNIMA.
Et oui, parce que mine de rien, il y avait plein de petites choses à faire. Je sais pas quoi, on passait notre temps, d'ailleurs maintenant avec le recul. Mais en tout cas, on faisait beaucoup de petites choses quoi, pour entretenir ces relations avec les marionnettistes, avec les adhérents et tout ça. Et c'était Jacques Félix, oui, qui avait le contact avec le ministère, qui allait aux réunions au ministère et tout ça. Il y avait Massimo Schuster, Théâtre de l'Arc-en-Terre, qui a énormément travaillé à une époque à UNIMA avec moi. Massimo, il n'a pas été secrétaire général, il a peut-être à un moment où Jacques Félix avait beaucoup de chapeaux, de casquettes différentes. Justement, quand il allait au ministère, il était entre UNIMA, l'Institut, le Festival de Charleville. Et on lui disait, te gourre pas de casquette. Bon, voilà. Donc lui, il gérait ce truc-là qui devenait un peu compliqué, peut-être, aux yeux du ministère. Et donc, il y a Massimo Schuster, je pense, qui a pris la présidence à un moment. Et ça correspond à la période où, oui, on nous a dit, bon, maintenant, il faudrait faire une seule association, quoi. Et ça a été très long à mettre en place. Il y a eu beaucoup de réunions. Parce que du coup, on avait tous l'impression qu'on allait perdre quelque chose dans cette histoire, qu'on allait perdre notre âme, qu'on allait perdre nos sous, qu'on allait perdre nos contacts. Je sais pas, ça a été très compliqué et un peu conflictuel quand même entre les deux associations. Et puis, de toute façon, on n'avait pas le choix, hein, c'était obligé. Et je pense que là, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est un peu la même chose qui s'est passée. Là, entre l'école, l'institut, le festival, il y a un directeur unique maintenant, d'après ce que j'ai compris. C'est un peu la même démarche qui est revenue là, je pense. Et donc, c'est là qu'il y a eu la création de Théma A. Moi, j'y étais donc au début de TMA. Bon, j'étais plus secrétaire générale. Là, moi, j'ai arrêté quand ça a pu être UNIMA. Bon, j'en avais un peu marre de m'occuper de tout ça. Mais je suis restée dans le premier conseil d'administration. J'ai dû faire 1 ou 2 conseils d'administration, 1 ou 2 ans. Après, j'ai quitté l'association. Parce que moi, j'ai pensé qu'on y avait perdu notre âme. Et c'était quoi, du coup, pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'était plus que des relations professionnelles. C'est-à-dire que les gens qui étaient passionnés de marionnettes ou qui étaient amateurs, au début, ils n'ont pas, je sais pas maintenant, parce que j'y suis plus, moi, à Théma. Donc, je veux pas parler de maintenant, mais au début, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas retrouvé leur place dans cette association et on a vu beaucoup de gens partir on pouvait pas faire grand-chose parce qu'on nous demandait vraiment de professionnaliser l'association. Donc, il aurait fallu faire à côté une association dissidente, quelque chose comme ça, pour peut-être retrouver quelque chose. Et moi, je pense aussi que c'est à ce moment-là qu'on a perdu le lien avec UNIMA International. Parce que d'abord, UNIMA International n'a pas compris pourquoi la France ne voulait plus s'appelait Théma d'un seul coup. Eux, ils n'ont pas compris. Hein. Et on a eu beau expliquer, on ne peut pas faire autrement, etc. Eux, ils auraient voulu que s'il n'y avait qu'une seule association, on continue à être UNIMA France. Et pourquoi le nom n'a pas été gardé? Parce que le CNM ne voulait pas qu'on reprenne le nom d'UNIMA. Il ne voulait pas se fondre à l'intérieur. Non, parce que ça remettait en question le côté professionnel qui était vraiment typique du CNM. Donc là, eux auraient perdu leur âme, pour le coup. Donc on n'a pas réussi. Moi, je pense qu'on n'a pas réussi à faire vraiment une chose unie de ces deux associations. Et avec le recul, c'est lié à quoi? Qu'est-ce qui aurait pu permettre que ça soit mieux? Est-ce que tu as des idées avec le recul? Non, je ne sais pas trop. Non, je ne sais pas trop.
Mais peut-être que Unima avait une histoire trop longue par rapport à celle du CNM, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est les dirigeants des deux associations n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Parce que Jacques Félix, il était amateur, vu qu'il avait un autre métier. Mais lui, il avait quand même une idée un peu professionnelle avec son. Ou c'était l'ouverture à la. J'essaye de comprendre comment il y a eu ce choix de fusion, comment il s'est fait, mais tu peux peut-être pas nous aider vraiment là-dessus. Non, je sais pas. Avec le D'accepter recul, ça, je de sais se pas dire trop. on va se mettre ensemble et on va faire. Parce que c'était le fait de garder des postes. Pourquoi avoir été attiré vers cette fusion? C'est pour le ministère, il aurait juste enlevé les subventions, mais l'association aurait existé. Oui, mais est-ce qu'on pouvait exister sans subvention? Vous aviez toujours existé avec subvention, c'est ça dans votre histoire? Unima, bah, il y a un moment qu'on en avait. Peut-être qu'au tout début, on n'en avait pas. Ça, moi, j'y étais pas. Mais à partir des années 70, 75, il y a eu un petit peu de subvention toujours. Qui permettait de vous Qui l'utiliser pour permettait d'avoir un organiser, c'est ça? local, d'avoir un bulletin, d'avoir des trucs comme ça de vie d'association, quoi. Et les organisations aussi, ce que vous faisiez, les rassemblements, c'était financé un peu ou pas du tout? Non, souvent c'était dans les régions qui trouvaient des financements pour les festivals ou les rencontres annuelles ou tout ça. C'était pas pris sur le ministère de la Culture, quoi. Au début, on avait, je sais pas, faudrait que je regarde, je dois avoir toujours des documents, mais au départ, on n'avait pas beaucoup de subventions, hein. En fait, le truc, c'est que quand Jacques Lang est arrivé ministre de la Culture, tout ça, ça a changé aussi, quand même. Faut bien reconnaître, même si, bon, on va pas revenir sur les événements Jacques Lang, etc. Mais il a quand même amené, il a ouvert les vannes des subventions pour la culture, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit les marionnettes, que ce soit la danse et tout ça. D'un seul coup, il y a des choses qui se sont passées là, qui ont donné quand même de la force aux associations qui s'étaient constituées comme ça, de bric et de broc depuis des années. Ça a changé beaucoup de choses quand même. Et c'est la grande époque des festivals aussi qui se sont créés. Bon, c'est vrai que le financement, bon, c'est devenu indispensable à un moment. Oui, on s'y habitue. Et après, on s'habitue. Et du coup, vous aviez une convention avec le ministère? Vous signé un papier C'est une bonne question que tu me poses là, je me rappelle pas trop. Si, on avait une convention, bien sûr. On avait un truc, mais qui nous donnait pas une ligne de conduite. Hein, la ligne de conduite, elle était faite par les statuts de l'association. Après, le ministère, il a financé certaines choses. Enfin, il a commencé à donner des subventions parce que il y avait ce lien de la direction du théâtre qui a dû parler en notre faveur, raconter qu'on avait besoin d'exister avec un peu de subventions et tout ça. Donc, je pense que ça s'est fait comme ça, petit à petit. Mais par contre, le CNM qui, lui, s'occupait de professionnels, je pense que quand ils se sont créés, ils ont tout de suite eu un certain niveau de subvention. C'était l'époque où les compagnies sont passées sous convention avec le ministère, avec les DRAC et tout ça. Je pense que tout de suite, ils ont eu davantage. Mais voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler encore dans notre entretien? J'ai parlé de beaucoup de choses là quand même. Oui, hein. je sais. Voilà. C'est aussi un espace de liberté où tu peux exprimer des choses. Espace de liberté, carrément. Non, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, ce que je pourrais dire, c'est que quand même, je pense que là, actuellement, c'est très dur pour les compagnies. Et quand je vois les étapes par lesquelles nous, ma génération, on est passé, ça n'a pas toujours été simple.
Mais on a eu des hauts et des bas, on a été soutenu quand même par des structures, par des lieux. Moi, par exemple, j'avais un lieu qui, à chaque fois que je voulais sortir un spectacle, il me disait « Tu viens faire la création chez moi ». Donc je savais que je trouvais un lieu de résidence, que je pouvais m'installer un mois là, je ferais ma première, qui m'aiderait, qui l'hébergerait les gens de la compagnie. On n'était pas nombreux, mais on était 3 en général. Donc, qui nous hébergerait et tout ça. Je ne suis pas sûre que maintenant, il y a ces conditions-là pour les jeunes compagnies. Et ça, je trouve quand même... Quand tu dis il te logeait, il te donnait aussi de l'argent pour répéter? Ah oui. Il nous donnait pas forcément de l'argent pour la résidence, mais il nous achetait les spectacles après. Donc on était sûr d'avoir un certain nombre de séances après notre résidence qui étaient rémunérées, bon, voilà. Moi, c'était le centre culturel d'Avrilé, à côté d'Angers, moi, qui s'est beaucoup occupé de moi. Et quand j'ai dit, par exemple, pour un spectacle que j'ai fait avec les Bulgares, quand j'ai dit, ah ben oui, mais là, il y a la scénographe et puis le dramaturge qui aimerait bien venir pour la première, on m'a dit, ah mais pas de problème, ils peuvent même venir avant pendant la résidence. Et ils ont été hébergés pendant une semaine pour faire les dernières répétitions et tout ça, et assister aux premières représentations. Je ne suis pas sûre que maintenant, ça se fasse encore, hein, financièrement. C'est une question de où va l'argent maintenant. Oui. C'est pour ça que je parlais de la DGCA, c'est que maintenant, l'argent va pour la création artistique, donc pour permettre de rémunérer de manière professionnelle les artistes pendant les répétitions, et laissant une enveloppe évidemment plus faible pour la diffusion. Enfin, vu que le budget reste stable, il n'a pas beaucoup augmenté depuis quelques années. Et donc après, pour la diffusion, il faut compter sur d'autres structures qui vont acheter le spectacle. Et voilà. Après, il y a le système de coproduction, beaucoup maintenant. Mais tout le monde n'a pas droit aux coproductions, hein. Eh oui. J'ai une question. Toi, tu es rentré dans la marionnette comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un, si tu penses à toi, à l'âge où tu as commencé, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais te dire à ton toi qui a commencé pour lui donner un conseil sur la vie qu'elle allait rencontrer? Moi, je pense que si on est un peu tombé dans la marmite et qu'on a très envie de faire des marionnettes, il faut s'accrocher et puis continuer, même si c'est difficile. Mais il faut savoir, oui, que c'est difficile parfois. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher, quoi. Mais ça, c'est valable pour tous les arts. Si on est danseur et qu'on a envie de danser, il faut danser, quoi qu'il arrive. Si on est comédien, voilà. Je pense que c'est quand même une forme de passion qui nous tient et qui nous pousse à faire les choses. S'il n'y a pas la passion, je ne suis pas sûre que ça marche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Très bien. Merci. Julie Dourdy, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour toutes ces questions. Ça répond.